Merci de nous rejoindre sur RTI1. Bonjour à tous. Pour commencer, les trois titres de ce nouveau journal. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour l'ambassadeur de Tunisie. Mohamed Naoufel Labidi a rencontré hier le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Le diplomate tunisien s'est félicité de l'exemplarité des relations de coopération entre les deux pays. Toujours en Côte d'Ivoire, la signature d'une déclaration conduisant à la cessation du statut des réfugiés ivoiriens. Document signé hier entre le gouvernement ivoirien, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, et les pays d'asile. C'était au cours d'une rencontre sous-régionale dans le district d'Abidjan. Enfin, en France, ouverture à Paris, la capitale, du procès des attentats du 13 novembre 2015. En Côte d'Ivoire, la fin des vacances gouvernementales. Le Premier ministre Patrick Achi et les autres membres du gouvernement se retrouvent aujourd'hui autour du président de la République Alassane Ouattara dans le cadre du Conseil des ministres. Les travaux se déroulent au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les détails dans nos prochaines éditions. Après 5 années passées en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de Tunisie fait ses adieux. Mohamed Naoufel Labidi a rencontré hier le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Lors de cette audience, le diplomate tunisien a exprimé toute sa gratitude, ainsi que celle de son pays, au gouvernement et au peuple ivoirien. Les précisions de Mahama Traoré. Il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire, de ce pays qu'il a connu comme ambassadeur plénipotentiaire de la République de Tunisie. Mohamed Naoufel Labidi fait cet aveu. La Côte d'Ivoire est un pays proche de... Il est dans nos cœurs. Parfois, vous savez, on tombe amoureux d'un pays. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi ou comment. Et nous, les Tunisiens, on est tombés amoureux de la Côte d'Ivoire. C'est un paradis. Cette histoire d'amour s'est tissée durant 4 ans et 8 mois, le temps qu'a duré la mission du diplomate tunisien en Côte d'Ivoire. Mission au cours de laquelle les relations entre les deux pays se sont accentuées dans divers domaines, comme il l'a signifié ce mardi au président Alassane Ouattara lors d'une audience. On a des relations politiques excellentes, donc, qui sont gérées par une grande commission mixte qui se tient une fois à Abidjan, une fois à Tunis, tous les 2 ans. Lorsque moi j'ai présenté mes lettres d'accréditation le 21 décembre 2016, on comptait uniquement 42 entreprises tunisiennes ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est à 160. Quant au nombre de la colonie tunisienne, c'était 800 à peu près en 2016. Fin 2016, début 2017, 800. Aujourd'hui, on est à 2000. C'est la plus grande communauté tunisienne en Afrique. On accorde annuellement 100 bourses aux étudiants et étudiantes ivoiriennes pour poursuivre leurs études. Profitant de cet entretien, Mohamed Naoufel Labidi a transmis au chef de l'État une invitation de son homologue tunisien à effectuer une visite officielle dans ce pays arabe d'Afrique du Nord. Visite qui permettra de redynamiser les relations diplomatiques établies entre les deux pays depuis 1965. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui va participer aujourd'hui par visioconférence aux travaux du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Au menu, la situation au Mali et en Guinée-Conakry. La Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat pour les réfugiés et les pays accueillant un grand nombre de réfugiés ivoiriens ont signé hier une déclaration conjointe conduisant à la cessation du statut de réfugié pour la grande majorité d'entre eux. C'était lors d'une rencontre sous-régionale dans le district d'Abidjan. Les explications de Laure Goretti. Le statut de réfugié ivoirien prend fin le 30 juin 2022. Après 48 heures de réflexion dans la capitale ivoirienne, le gouvernement, les représentants des pays d'asile des réfugiés ivoiriens et le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR ont tous signé une déclaration conjointe sur la cessation du statut des réfugiés. Un Ivoirien qui se trouve au Ghana peut demander à y résider. Un Ivoirien qui se trouve au Libéria peut demander à y résider et continuer d'y résider. Il y a des gens
qui souhaiteront rester, qui ont pu établir un business, qui ont pu s'installer et qui souhaitent rester. La plupart des pays d'asile, des gouvernements des pays d'asile étaient présents et ils sont d'accord. Leur analyse aussi est que ça peut être fait et eux vont commencer à la mettre en œuvre à partir de janvier de l'année prochaine et la date butoir c'est juin 2022. Dans quelques semaines, l'annonce officielle sera faite à Genève en Suisse et ce sera à l'occasion de la 72e session du comité exécutif du HCR. Pour optimiser le retour volontaire des réfugiés, les recommandations de cette rencontre régionale seront prises en compte selon la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours des travaux de groupe. Il s'agit entre autres, de l'élaboration d'un plan de travail commun, conduisant à la cessation du statut de réfugiés ivoiriens, ouvrant la voie à la délivrance de documents d'état civil à ceux désireux de s'établir dans leur pays d'asile et de titres de séjour aux citoyens ivoiriens répondant aux critères légaux de résidence dans les pays d'asile. La Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de ces recommandations indispensables à la réalisation de la cessation générale du statut de réfugié ivoirien. Des représentants du Ghana, du Libéria, de la Mauritanie, de la Guinée et du Togo ont pris part à cette rencontre. Grâce aux efforts du gouvernement ivoirien, 276 000 réfugiés ont regagné la Côte d'Ivoire. Il reste à ce jour environ 51 000 réfugiés ivoiriens. Un tout autre sujet à présent, l'incivisme sur les routes n'est plus toléré en Côte d'Ivoire. En effet, la vidéo-verbalisation est opérationnelle depuis hier, mardi 7 septembre 2021. Après donc une tournée dans plusieurs communes du district d'Abidjan, la préfecture de police annonce plusieurs véhicules, motocycles et tricycles immobilisés. Les explications dans ce reportage de Dangui Dangui. Ces véhicules parqués dans un coin de la cité de la brigade anti-émeute de la commune de Yopougon sont tombés sous le coup d'une infraction au code de la route ce premier jour du début de la phase de répression de l'incivisme sur les routes. De la commune d'Abobo à Trècheville en passant par Adjamé, Cocody et Marcory, le préfet de police d'Abidjan a mobilisé ses éléments et a veillé à la bonne marche du dispositif de répression qui donne déjà des résultats. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les plaques d'immatriculation. On a constaté que la plupart de nos transporteurs, ils ont les reçus, mais les plaques ne sont pas prêtes. Quand le préfet de police arrive au centre de gestion intégrée et de la mobilité urbaine de Trècheville, d'où partent les vidéo-verbalisations, en début d'après-midi, plus de 6 000 infractions au code de la route ont déjà été notifiées aux usagers. Un chiffre confirmé par le point de fin de tournée du préfet de police ce premier jour du début de la phase de répression de l'incivisme sur les routes. Nous avons enregistré 236 véhicules mis en fourrière, 127 motos, 29 tricycles. Donc, il nous fait un total de 392 engins mis en fourrière pour ce jour. Ce qu'il y a eu de constater et de retenir, c'est que beaucoup de véhicules ont garé pour défaut de pièces. Cela dénote aussi du civisme des populations ivoiriennes. La phase de la répression a bel et bien commencé et se poursuivra, assure Siaka Dosso. Toutes les forces de police sont sur la route pour mettre à exécution la seconde phase, qui est la phase de répression. Donc cela va se poursuivre. Ceux qui n'ont pas les pièces en règle, qu'ils garent et qu'ils partent se mettre à jour au niveau des services de ministère des Transports. Pour ce premier jour de la phase de répression, les infractions liées aux plaques d'immatriculation non conformes ou illisibles étaient les plus nombreuses. Tous vaccinés contre le coronavirus, tous protégés. N'oublions pas aussi de respecter les gestes barrières. 103 nouveaux cas de coronavirus malheureusement enregistrés hier
En Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 57 159 cas confirmés de coronavirus, 54 997 personnes guéries, 483 décès et 1679 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est gratuite et volontaire. Toujours en Côte d'Ivoire, qui a droit à la couverture maladie universelle? Comment fonctionne la CEMU? Comment utiliser la carte CEMU? Des questions au centre d'un atelier de formation initié récemment par le programme d'appui aux stratégies sociales et la Caisse nationale d'assurance maladie. Plusieurs dirigeants des mutuelles sociales du secteur privé ont participé aux travaux. Les explications de Serge Coléa. Réussir l'articulation entre les régimes complémentaires des mutuelles et la CMU, la couverture maladie universelle. C'est le pari que se fixe la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. À l'initiative du PASS, le programme d'appui aux stratégies sociales, les dirigeants mutualistes ont été instruits sur la politique de la couverture maladie universelle. L'objectif est de mieux appréhender le rôle des mutuelles dans le processus d'extension de cette assurance obligatoire pour tous. Aujourd'hui, on peut dire que la mutualité en Côte d'Ivoire, c'est plus de 46 mutuelles qui sont agréées et ce qui couvre un peu plus de 2 millions de personnes. Donc c'est un enjeu important. Nous, en tant que structure d'appui, nous sommes en train d'accompagner la phase de formation de sorte à ce que les mutuelles puissent servir de levier pour que la couverture maladie universelle soit une réalité au sein de leurs adhérents. Le panel des experts a abordé plusieurs thématiques, entre autres le rôle des mutuelles sociales dans la mise en place de la CMU, les conséquences de la CMU sur le fonctionnement des mutuelles. Nos mutualistes cotisent de l'argent et comme nos mutuelles deviennent des complémentaires, comment avoir accès aux soins? Qu'est-ce qui vient en complément de ce que la CMU va nous apporter? Nous espérons que cette rencontre d'aujourd'hui va permettre aux responsables de ces mutuelles de sensibiliser leurs adhérents afin qu'ils aillent se faire enrôler puisqu'ils payent déjà leur cotisation depuis 2 ans. Donc nous continuons la sensibilisation et nous allons continuer tant que cela est nécessaire. La CMU a été lancée en décembre 2014 avec l'enrôlement du président de la République. 7 ans plus tard, le processus avance lentement. Seulement 3 millions de personnes se sont fait enrôler. Toujours au chapitre santé, le démarrage des concours d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé, l'INFAS. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a procédé aujourd'hui au lancement officiel des épreuves. Le point avec Grace Kando. École de base de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Fatoumata fait partie des 382 candidats de la filière technicien supérieur de santé, option masso-kinésithérapie qui compose ce mercredi. Je me sens un peu stressée, mais ça va. Ça va parce que j'ai confiance en moi, parce que je sais que ce qui est bossé peut me donner le concours. Avant la composition, quelques conseils d'usage aux candidats. Chers candidats, je commence d'abord par le portable. Si vous avez des portables sur vous, débarrassez-vous-en. Si vous avez des documents compromettants, débarrassez-vous-en. Tout ce qu'on veut voir sur votre table, c'est votre convocation, votre pièce d'identité, et puis vos stylos, et puis votre calculatrice. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle peut alors lancer les épreuves. Ça se passe bien, l'épreuve est abordable. J'espère être admise. Bon, j'espère pouvoir traiter toutes les questions et les trouver. J'espère pouvoir faire partie des admis qui seront ici en train d'étudier l'année prochaine. Cette année, l'INFAS enregistre des innovations. La filière d'orthophonie en charge tous les enfants en difficulté. Essentiellement, il y a des adultes aussi
après tout ce qui est AVC, qui ont problème du trouble du langage. Donc cette filière, le ministre a autorisé qu'elle soit inclue en formation initiale. Et on constate donc qu'il y a eu un engouement pour cette filière-là. Pour les concours de l'INFAS à session 2021, ce sont environ 100 000 candidats répartis dans 15 filières qui composent pour à peu près 5 500 places. C'est important que je puisse, en tant que le premier responsable du ministère de la Santé, passer pour regarder si les conditions d'organisation des examens se déroulent bien. Je me suis rendu compte que tout est parfaitement organisé, ça offre des chances à chacun des candidats. Et je pense que je voudrais vraiment féliciter l'équipe pour le travail qui est fait. Je me suis rendu compte, en venant moi-même, que tel que l'organisation se passe, les chances donc, de tricherie sont minimes et ça nous permet donc d'obtenir les meilleurs parmi les admis. Ce samedi, ce sera au tour des infirmiers et sages-femmes. Débuté ce mercredi 8 septembre, les compositions prendront fin le 19 septembre prochain. Autre actualité nationale, la cérémonie de récompense des meilleurs écoliers et élèves de la commune de Songon. Cet événement s'est déroulé il y a quelques jours dans le village de Adiapoté. Objectif, encourager les apprenants à fournir un bon rendement scolaire et les parents à scolariser leurs enfants. Le point dans ce reportage de Astou Touré. Après une année d'efforts, d'assiduité et d'abnégation, auréolée de succès aux examens de fin d'année, cette cérémonie de récompense sonne le glas d'un parcours réussi pour les élèves d'Adiapoté. C'est dans une ambiance festive que le peuple hatchan a été honoré à travers cette première édition de la Journée de l'Excellence, journée organisée par l'ensemble des responsables pédagogiques et les cadres de la région. Récompense des meilleurs élèves du cours préparatoire première année au cours moyen deuxième année. La journée d'excellence, pour nous, c'est inciter les élèves à se mettre au travail et améliorer les actes scolaires. Cette manifestation, nous l'avons voulu pour faire de l'éducation notre leitmotiv pour le développement de notre village. Donner la chance aux filles d'aller à l'école, de s'instruire, que de rester dans les foyers. Moment fort que les élèves récipiendaires de l'école primaire d'Adiapoté n'oublieront pas de sitôt. Grand merci à notre papa François Albert Amicia. Nous prenons acte du message très fort que vous nous envoyez. Il consiste pour nous à redoubler d'efforts afin que nous soyons toujours les meilleurs. François Albert Amicia, maire de la commune de Trècheville et parrain de la cérémonie, salue l'excellence des liens de fraternité, de cohésion et les valeurs de paix et d'unité promues par le peuple hatchan. Il a également pris des engagements. Je voudrais prendre ici l'engagement que nous nous occuperons du fonctionnement de cette école maternelle qui portera. Les meilleurs élèves issus de la maternelle qui iront à l'école primaire jusqu'au CM2 seront pris en charge. Pour joindre l'acte à la parole, pose de la première pierre de la construction d'une nouvelle école maternelle dénommée François Albert Amicia à Adiapoté. Yves Codibo, reconduit à la tête du secrétariat général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. C'était lors du 3e congrès ordinaire électif de l'UNATRCI. Pour en parler, Godefroy Okambawa. Inscrite dans une dynamique de syndicalisme qui met le dialogue social au centre de ses actions, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire se veut un creuset de rassemblement et de défense des intérêts des travailleurs du secteur privé comme du public. Au cours de son 3e congrès ordinaire électif, les responsables syndicaux ont indiqué que les négociations pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs ont payé et des acquis sont enregistrés. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de satisfactions, notamment, on peut parler même du CIMIG qui est passé à 60 000 francs. Nous pouvons aussi parler au niveau du Code du travail même qui a été, en 2015, qui a été adopté. Et surtout de regarder le statut général de la fonction publique. Il y a eu un forum au cours duquel il y a eu des accords, tout ça là. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'État du Côte d'Ivoire de regarder ce statut général de la fonction publique. Placé sous le sceau de la maturité, ce congrès intervient dans un contexte sanitaire difficile lié à la Covid-19.
Des réflexions sont donc menées sur la résilience des travailleurs de Côte d'Ivoire face à la pandémie. Au terme de ce congrès, Yves Kodibo, secrétaire général sortant, est reconduit à la tête de l'UNAT RCI pour un mandat de 5 ans. Il bénéficie du soutien des centrales syndicales sœurs et des partenaires au développement comme le Bureau international du travail et la Fondation Friedrich Ebert. La mutuelle des agents du ministère du Commerce a fait récemment le bilan de ses activités. Bilan jugé positif, notamment concernant l'acquisition de terrain pour les agents. Djeneba Bini et Salima Toudia. Opération immobilière, programme d'acquisition sécurisée de terrain, voilà entre autres les actions menées par la mutuelle des agents du ministère du Commerce, MAMCOM. Elle a tenu récemment à Abidjan son assemblée générale pour faire le bilan de ses activités. En 3 ans, nous avons pu déjà faire un projet immobilier de 400 logements et qui est en cours de réalisation. Nous, hier déjà, nous avons donné des clés à certains souscripteurs. Donc ça s'est bien passé à Benjeville. L'autre bilan aussi, nous avons lancé un projet d'acquisition sécurisée des terrains qui s'étend sur 5 sites, voilà, Benjeville, Djibi, Assini, Songon et Yamoussoukro. En perspective, la mutuelle envisage la construction et l'équipement d'une infrastructure sanitaire dédiée aux agents du dit ministère. Nous allons lancer la réalisation de l'hôpital de la MAMCOM et aussi lancer un projet de 150 appartements. Nous avons déjà, pour la bonne gestion de la MAMCOM, nous avons un projet d'application et de gestion des prestations et de l'information. Donc les agents ou les mutualistes n'ont plus besoin de se déplacer à venir à Abidjan pour envoyer leurs papiers. Depuis les lieux de résidence, depuis les lieux de travail, ils pourront déjà faire des prestations et ils peuvent directement avoir les coûts de leurs prestations là où ils sont. Un comité électoral en charge de l'organisation des futures élections de la MAMCOM a été mis en place. Au chapitre culture, la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. La ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, Arlette Badung-Essan Kwame, a présidé hier l'ouverture du FEMUA 13 dans la commune de Marcory. Thème retenu, Alliance Afrique-Europe, paix et développement. Le FEMUA 13 se tient du 7 au 12 septembre prochain à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Les doués de Sikensi, grands vainqueurs de Ozo Vacances 2021, émission culturelle de jeux et de distractions proposée par votre serviteur, le groupe RTI. Les doués de Sikensi ont donc présenté récemment leur trophée au maire Joseph Ngata-Brié et aux populations de la commune de Sikensi. C'est un reportage de Théodore Zouzou et Franck Quadio. Des scènes de liesse le long du parcours de Libo Abissidi avec escale à la préfecture de Sikensi. Une manifestation de joie pour accueillir leurs héros, les enfants du groupe Les Doués de Sikensi, vainqueurs de Ozo Vacances 2021. L'accueil vraiment était très chaleureux. On sent la joie au visage des populations de Sikensi. Ça nous rend heureux et ça nous va droit au cœur. Le lendemain, c'est une place du rond-point de Sikensi bondée de monde qui accueille le groupe. Prestation d'artistes, présentation du spectacle produit à cette compétition nationale, remise de certificats de participation à tous les membres et remise de trophées. Au parrain Joseph Ngata-Brié, député maire de Sikensi. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme comblé parce que ce que j'ai promis à la population s'est réalisé. Je ne peux souhaiter très bonne entrée scolaire à tous mes enfants de Sikensi. La présentation des vainqueurs réjouit autorités traditionnelles et administratives. Depuis hier soir, toutes les artères de la ville étaient prises d'assaut. Ça témoigne vraiment de l'unité que nous retrouvons au niveau de Sikensi. De par leur victoire, tout le monde s'unit. Au-delà de l'occupation saine des enfants, de la cohésion sociale au niveau départemental, l'inscription de Sikensi à cette compétition donne un peu plus de visibilité à une commune qui veut sortir de sa léthargie.
Ara, localité située dans la région est du pays, a accueilli récemment la finale d'un tournoi de la paix, événement parrainé par le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. L'occasion pour Amadou Koulibaly d'encourager la jeunesse de Ara à renforcer la cohésion sociale. Le point dans ce reportage de Herman Niamia. Un tournoi de football pour renforcer la cohésion et l'entente entre les fils et filles d'Ara. L'initiative est du ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, par ailleurs maire de la commune d'Ara. Toute la jeunesse, je dis merci pour cette grande mobilisation, que Dieu vous bénisse et continuez d'être dans la dynamique de la cohésion sociale, de la paix, sans oublier de vous exhorter, de vous inviter à respecter les gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Dénommé tournoi de football Mo Badou pour la paix, la finale a mobilisé des milliers de personnes au stade municipal d'Ara. Alet Badou Nguessan a eu le soutien de plusieurs de ses collègues maires. Parrain de ce tournoi, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, a exhorté les jeunes à cultiver davantage la cohésion afin de favoriser le développement de leur cité. Si nous sommes ici ce soir, si sereinement réunis, malgré la pluie, que personne n'ait bougé, c'est parce que nous sommes en paix. La région est belle. Ne laissez personne défigurer cette région. C'est une région de forte cohésion. Conservez cette cohésion. La finale de ce tournoi a opposé l'équipe du FC Canon à celle des All-Stars. À l'issue d'un match âprement disputé, c'est le FC Canon qui l'a emporté au tir au but. L'équipe a donc reçu une coupe, des médailles, des jeux de maillot et une enveloppe d'1 million de francs CFA. Ils n'ont pas démérité au championnat d'Afrique masculin de basketball 2021. Les éléphants basketteurs médaillés d'argent sont rentrés hier à Abidjan. Les athlètes ivoiriens ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le ministre des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Daour. L'actualité en France avec l'ouverture aujourd'hui du procès des attentats du 13 novembre 2015. Ces tueries avaient fait 131 morts et des centaines de blessés. À noter que 141 médias sont accrédités pour cette audience, dont 58 médias étrangers. Gabriel Zani. Ils sont 20 accusés et membres du commando meurtrier dont le français Salah Abdeslam. Le procès des attentats du Bataclan s'ouvre ce mercredi 8 septembre à Paris pour une durée estimée à 9 mois. Les faits remontent à 6 ans dans la nuit du 13 novembre 2015 à un peu plus de 21h heure française au Stade de France à Saint-Denis. Un kamikaze actionne son gilet explosif, puis un deuxième aux abords du stade. Le président français d'alors, François Hollande, se trouvait en tribune pour assister au match amical France-Allemagne. Pendant ce temps, un autre groupe de terroristes tire sur des terrasses. Dans la même tranche d'heure, un autre commando ouvre le feu au Bataclan. Le bilan est lourd, 130 personnes tuées, plus de 400 blessés à Paris et Saint-Denis. Une nuit de terreur sémée par des commandos djihadistes. Le pays est en émoi. La France venait ainsi de connaître les attaques terroristes les plus meurtrières de son histoire. Dans ce procès hors norme, plus de 1800 parties civiles ont été constituées. Plus d'une centaine de témoins dont les premiers sont attendus à partir du lundi 13 septembre. Le 28 septembre et ce pendant 5 semaines. Les témoins de rescapés et des proches des victimes des attentats seront entendus. À l'issue de ces auditions, la Cour interrogera les 14 accusés présents. Les 6 autres sont jugés par défaut. Le 10 novembre, l'ancien président français François Hollande sera également à la barre pour être entendu sur la politique étrangère de la France. Suivra le 17 novembre le témoignage de son ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.
À partir de la mi-novembre, les débats feront une large place aux enquêteurs français et belges qui vont se prononcer sur la piste des commandos, leur parcours et la logique des attentats, ainsi que leurs auteurs. Janvier 2022, les 20 accusés seront entendus. Salah Abdeslam sera jugé pour association de malfaiteurs terroristes criminels, meurtre en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Du 6 au 22 avril se dérouleront les plaidoiries des quelques 300 avocats des parties civiles, puis le parquet national antiterroriste dira quelle peine il sollicite à l'encontre des 20 accusés dont la défense aura la parole du 6 au 23 mai. Le verdict du procès sera connu fin mai 2022. Pour terminer, ce drame en Indonésie, 41 personnes sont mortes dans un incendie qui s'est déclenché aujourd'hui dans une prison de la région de Jakarta. La prison de Tangerang hébergeait plus de détenus que prévu. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes sur RTI 1.